Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de Mon dossier n'est jamais arrivé. Vendredi, refus. 3 jours plus tard, le propriétaire n'a jamais vu le dossier. Voilà comment j'ai compris que sur ce marché-là, on ne vous refuse pas, on ne vous lit pas. Donc, je vais vous parler de ma recherche d'un appartement à louer à Paris et vous donner tous les détails. Je pense que ça peut beaucoup vous intéresser, surtout si vous posez des questions sur la location, sur être propriétaire à Paris, puis louer votre logement. Bref, je vais revenir dessus sur une expérience, sur ce qui m'arrive en ce moment et ça peut vous donner plein de détails sur le locatif et aussi sur vos prochains plans pour vos investissements ou tout simplement votre locatif. Moi, c'est Victor, 38 ans, plus de 200 locataires, j'achète de l'IMO et je reprends des boîtes avec toi. Je vis à 100% de mes investissements IMO et bourse. Il y a des deals, des boîtes à reprendre et de la stratégie. Tout ça est sur firefrance.io. Alors, j'ai un projet spécifique et j'en ai déjà parlé sur ce podcast et je continue à vous parler de ce projet. Peut-être que ça peut vous inspirer. Je sais que certains d'entre vous m'envoient des messages à propos de ce projet-là. Donc, on peut avancer ensemble et vous allez voir à quel point communiquer sur ce que vous êtes en train de faire, ça peut vous apporter beaucoup. Il y a aussi un peu d'aspect négatif de temps en temps, mais dans la plupart des cas, ça vous apporte vraiment pas mal de choses. Donc, un de mes projets, c'est quoi ? C'est de faire l'acquisition d'une maison sur les hauteurs de Nice, un petit peu plus dans l'arrière-pays. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de cette recherche et des endroits qui sont intéressants autour de Nice et où vous allez aussi pouvoir faire des plus-values en faisant des travaux. En tout cas, ça, c'est mon prochain projet. Et le projet, c'est d'avoir une maison proche de la campagne ou dans la campagne pour me lancer justement dans une nouvelle expérience, dans qu'est-ce que c'est d'avoir une maison campagne, proche campagne et vivre dedans et vivre autrement. Donc en tout cas, ça, c'est mon projet pour dans un an que je prépare aujourd'hui. Donc c'est un projet de résidence principale, de changer de vie, de découvrir autre chose et pourquoi pas de fonder une famille là-bas. En tout cas, c'est ce vers quoi je m'oriente. Comme d'habitude, je prévois à l'avance ce que je compte faire dans les prochaines années. Et d'ailleurs, là, c'est assez marrant parce que depuis quelques temps, je n'ai pas un plan établi. Je sais à peu près pourquoi, mais il serait bien que je refasse un plan établi. Et je reviendrai aussi avec vous comment faire vos plans établis pour l'avenir. Là, en ce moment, donc on est en juillet 2026, j'habite dans le 5e à Paris. Et c'est un appart que j'ai choisi spécifiquement pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, quand j'ai choisi cet appartement-là, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai regardé la carte de Paris, je me suis dit, OK, quels sont les quartiers qui sont sympas et où je me verrais bien vivre. Et quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'être à côté d'un jardin. Et il y a un jardin que j'affectionne particulièrement, qui est le jardin du Luxembourg, qui est entre le 5e et le 6e. Et lorsque j'ai fait ma recherche d'appartement, avant j'habitais dans le 14e, près du métro Pernetti pour ceux qui ne connaissent pas. C'est sympa, c'est un peu populaire comme quartier, mais ça reste quand même très agréable. Et là, quand j'ai changé, je me suis dit, OK, j'ai fait un rectangle autour du jardin de Luxembourg pour plusieurs raisons. C'est un parc qui est très agréable et aussi il y a des écoles, pour ceux qui connaissent un peu le 5e, 6e, il y a des écoles qui sont de qualité, que ce soit à chaque niveau. Et on est dans ces fameux quartiers où on peut mettre ses enfants à Louis-le-Grand, à Henri IV, à Saint-Louis, à Montaigne, etc. Donc dans des collèges-lycées qui sont de très bonne qualité, dans un environnement où normalement ils seront bien. Donc je me suis dit, OK, je suis en train de faire le minimum de ce que je veux dans mon projet FIRE. Donc mon projet FIRE, pour ceux qui s'en rappellent ou sinon je vais le rappeler, donc je l'avais déterminé quand j'avais 26 ans. Je me suis dit, OK, je veux 8 000 € par mois qui devraient couvrir un logement et un budget pour 4 personnes. Et je voulais faire le FIRE pour à la fois ma compagne et moi. Comme ça, si ma compagne, à un moment, voulait arrêter de travailler ou faire un projet autre, j'avais de quoi subvenir aux moyens de tout le monde. Alors, ce projet FIRE, je me suis dit comment je peux faire pour avoir l'appartement minimum qui correspond à cette famille. Et donc, j'ai acheté cet appartement avec mon ex, d'ailleurs. Donc, j'avais une grande partie de l'appartement. Elle avait une partie plus réduite en fonction de ce qu'elle remboursait tous les mois et de l'apport qu'elle pouvait mettre. Et on avait du coup on a un appartement de 65 mètres carrés dans Paris. Et qui est
de 65-70 mètres carrés qui est proche du Luxembourg, donc dans la bonne zone. Sachant que là, vous êtes sur un appartement, si vous voulez avoir une famille avec 2 enfants, c'est un peu ric-rac. Pourquoi? Parce que vous avez 2 chambres et un salon. Donc les enfants devront partager une chambre assez petite de 9 mètres carrés. Mais en tout cas, ça vous fait le minimum. Donc moi, dans ma tête, j'étais là, ok, j'ai fait mon minimum Fire, voilà comment ça fonctionne. Puis au fur et à mesure du temps, tout a changé. Je me suis séparé de la personne avec qui j'étais pendant 7 ans. On n'était plus alignés sur là où on voulait aller dans la vie. On voulait autre chose. Et en plus de ça, du coup, j'ai racheté les parts de mon ex. Je vous en ai déjà parlé dans des épisodes. Donc attention quand vous faites ça. Il y a encore des frais de notaire qui s'activent, etc. Donc ça revient à être excessivement cher. Et en plus, quand vous vous séparez, vous avez... est-ce que vous êtes en capacité, vous, de rembourser la totalité de l'emprunt? Bref, ça a été tout un truc. Surtout qu'en parallèle, j'avais lancé pas mal de boîtes. J'ai eu des problématiques sur des boîtes, etc. etc. N'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes, surtout les débriefs de début d'année ou de fin d'année. Je vous donne pas mal de retours là-dessus. Et là, je me suis dit, ok, je change. Là, qu'est-ce qui a évolué depuis ce temps-là? Donc ça fait environ 3 ans. J'ai acheté cet appartement-là en 2021. Et là, je me dis, ok, dans quelle gamme de qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? J'ai ce nouveau projet de vouloir aller à Nice, d'acheter quelque chose de nouveau. Donc une maison qui risquerait d'avoir un prix entre 500, 1 million, voire potentiellement 2 millions d'euros. Et j'ai longtemps hésité entre est-ce que je vais dans ce projet-là, ou est-ce que je me rachète un appartement un peu de rêve à Paris dans les 2, 3, 5 millions d'euros, ce qui font des grosses mensualités. Alors, c'est souvent les projets, moi, qui me drive. C'est-à-dire, je me dis, OK, j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie de me lancer là-dedans, et après, je trouve une solution pour avancer dans ces solutions, dans cette direction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous relancez dans un projet d'acquisition de résidence principale sur des montants conséquents, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a une façon de comment trouver le financement. Donc là, il y a tout et ce que vous êtes capable de faire en termes d'ingénierie par rapport à de l'apport, par rapport à de revenus, par rapport à trouver le bon partenaire bancaire. Et de l'autre côté, il y a quand même le poids que vous allez vous remettre sur les épaules. Donc en fonction de si vous avez déjà des cash flows tous les mois ou si vous n'en avez pas, disons que vous achetez un appartement qui est assez conséquent, vous le remboursez à 5 000, voire 10 000 euros par mois de mensualité, ça va vous générer automatiquement une pression supplémentaire sur vous si vous n'êtes pas en capacité, si vous n'avez pas déjà aujourd'hui ces cash flows-là, ou sinon sur vos cash flows. Donc ça dépend concrètement d'où vous en êtes. Ce que je retiens, il y a, je pense, 2 écoles de ce côté-là. Il y a la première école qui est de se dire, OK, je vais continuer ça va me donner la motivation pour évoluer, changer de cap, changer de niveau de business, changer de façon de faire des revenus, etc. Ou il y a une école qui est purement vous rajouter de la pression et vous décaler votre retraite et c'est pas forcément ce que vous voulez. Bref, je suis à cette période-là où je me dis, OK, est-ce que je fais cet appartement à Paris? Donc là, j'en ai visité pas mal. Là, c'était, je crois, il y a 4-6 mois. Et il n'y en avait aucun, en fait, où j'avais un véritable coup de cœur. Et de l'autre côté, il me manquait un peu un projet plus familial, plus d'avancée, etc. Et là, avec ma copine aujourd'hui, ce projet d'être sur les hauteurs de Nice se décrit. Je pense que tout seul, sincèrement, je ne le ferai pas. Mais à 2, c'est quelque chose que je serais prêt à construire. Et même si à terme, alors moi je vois souvent les choses comme ça, alors je pense que c'est un esprit peut-être assez cartésien, voire trop, mais je me dis, mais même si je me sépare, c'est quelque chose que j'aimerais vivre. Donc même si à la fin on n'est plus ensemble, ce projet de maison, je pense qu'il sera quand même intéressant pour moi. Et c'est un truc que je veux faire au fond de moi et que potentiellement je ne ferai pas tout seul. Donc c'est moi ce que m'apportent beaucoup de mes partenaires, c'est finalement de découvrir d'autres choses dans la vie, plutôt que d'être moi focalisé sur acheter mes apparts, faire je sais pas quoi, être très focus sur mes projets. Donc ça tombe plutôt bien ce projet et on va revenir sur les métriques concrètement de l'appartement que j'ai à Paris qui est ma résidence principale, de comment je vois les choses et comment on peut faire évoluer ça. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui je me dis ok, là je vais acheter une résidence principale dans le sud, je vais voir comment je vais mettre ça en place, je vais sûrement potentiellement faire des travaux dessus, donc je vais peut-être commencer à regarder maintenant, donc j'ai besoin de garder une source de financement assez conséquente pour acheter ce bien-là et potentiellement de l'apport pour acheter ce bien-là. Donc, si on est sur du 500 000 à 1 million, voire 2 millions, il va quand même falloir que j'ai 50, 100 000, 200 000 euros de côté. Ce qui fait que je ne peux pas en même temps, avec les moyens que j'ai aujourd'hui, donc pour différentes raisons, à la fois financer cette résidence principale et en même temps financer, pourquoi pas, une deuxième résidence principale ou ça dépend comment on le voit, résidence secondaire à Nice ou résidence principale à Paris, et un appart à Paris qui peut être l'appartement que je veux. Donc, on est dans les 1 million, 2 millions d'euros aussi. Donc, en fait, on a 2 projets à peu près 1 million d'euros. Donc, je suis obligé d'en choisir un. Je ne peux pas faire les deux, ou sinon, ça me demanderait de faire des efforts qu'aujourd'hui, ou d'être dans un contexte qu'aujourd'hui, je n'ai pas.
ce qui pourrait changer un moment. Donc je me dis, écoute, ce qui serait pas mal, c'est de t'inscrire déjà dans ce projet de la maison de Nice, louer ton appartement qui est à Paris pour en louer toi un. Donc trouve un appartement à louer, ça te permettra d'avoir déjà structuré des éléments pour que cet appartement-là à Paris, sachant qu'en tout j'en ai 5 à Paris, puisse être loué, puisse être mis en gestion et que ce soit d'un point de vue opérationnel, ça y est, j'ai quitté ce logement-là, je suis déjà dans une dynamique d'aller vers un autre projet. Donc ça, c'est assez important. Je pense que vous êtes tous conscients, mais vous lancez concrètement, prendre des choix. Tant que vous êtes un petit peu entre deux, les choix sont pas pris. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de passer à l'action et de faire des choses actées. Ça tombe bien parce que l'appartement que j'ai à Paris, tout compris, grosso modo, il me coûte 2 000 € par mois. Donc j'avais mis de l'apport, j'ai un crédit dessus qui est à peu près de 1 600 € par mois et je dois avoir du 400 € de charges globales par mois entre la taxe foncière, entre les charges de l'immeuble, etc. Sachant que les charges de l'immeuble sont assez faibles. Donc si je le mets en location, ce qui est, pour vous donner des chiffres concrets de ce que je peux avoir là et de ce que j'ai pu réaliser, j'ai entre 1 000 et 6 000 € de cash flow que je peux générer. Donc là, on est sur du 1 000 € pour de la location meublée classique. Alors, soit meublé avec service, soit meublé bail civil avec des entreprises. Ensuite, en colocation, je peux monter jusqu'à 2 000 € de cash flow par mois. Ensuite, en plutôt bail civil pour entreprise court terme, je peux monter à du 3 000 € par mois de cash flow. Et si je passe en Airbnb et que c'est très bien exploité, sachant que je vous ferai un épisode pour vous donner les chiffres que j'ai concrètement là aujourd'hui, sachant que je ne me suis pas très bien organisé, je vous dirai pourquoi, mais je vous ferai un épisode en vous dévoilant mes chiffres sur cet appartement-là. Je vous le ferai très, très bientôt, je donnerai les chiffres fin juillet. Et du 6 000 € si j'exploite très bien en Airbnb en cash flow. Donc sachant ça, j'ai quand même un petit budget qui vient en fait de cet appartement qui est une résidence principale et ça me permettrait, alors si je veux faire ma recherche d'un appartement supplémentaire, ça me permettrait d'avoir, moi je t'aimerais plus sur la colocation, donc du 2 000 € de budget pour un appartement. Sachant que moi ce que je veux comme appartement pour ma nouvelle résidence principale à Paris, je cherche un 80-150 mètres carrés et je regarde le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça va être des quartiers vraiment centraux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Paris, le 1, 2, 3, 4, c'est des quartiers qui sont rive droite, qui sont très proches de la Seine. On va retrouver le Marais, on va retrouver la place de la Concorde, on va pouvoir remonter un petit peu, il y aura les Tuileries dedans, donc on est vraiment proche centre de Paris. Donc c'est des quartiers qui sont très très petits. Donc finalement, ces 3-4 premiers quartiers, on pourrait tous les fusionner pour en faire un seul, tellement ils sont petits. Pourquoi ça pourrait m'intéresser? Alors, je ne suis pas très pour ces quartiers-là de base. Ma copine, elle, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment très central. C'est une façon de découvrir Paris. Moi, j'ai jamais habité rive droite de Paris. J'ai toujours habitué rive gauche. Et d'ailleurs, tous mes appartements sont rive gauche. Et ces quartiers-là, sont quand même grandement exploités en Airbnb. Il n'y a pas beaucoup de logements, un petit peu plus compliqué à trouver. Sinon, après, on retrouve mes quartiers un petit peu fétiches. Donc, le 5e, c'est vers là où j'habite aujourd'hui. Donc, c'est un quartier qui est plutôt réputé de gauche pour les profs, pour l'enseignement. Donc c'est un quartier où l'ambiance est vraiment, c'est un quartier avant qui était très étudiant. Aujourd'hui, c'est quand même moins étudiant le 5e parce que les universités ont beaucoup bougé. Il y a toujours la Sorbonne, mais la Sorbonne, c'est un peu extrapolé. Il y a Jussieu d'un côté, mais ça a bougé aussi. Donc il y a plein de succursales. Donc c'est un petit peu évolué ce quartier-là. Ça reste quand même quelque chose de très bobo gauche. C'est-à-dire que là, on est dans ce que moi j'appellerais de la gauche intellectuelle, quand même caviar, donc des personnes qui sont héritiers, qui ont des jobs où ils ne gagnent pas forcément très bien leur vie. Et en fait, du coup, ils ont accès à beaucoup de capital. Ils sentent qu'ils ont du capital et je pense qu'ils vont se dire qu'ils sont liés à ce capital-là d'héritiers, mais en même temps, ils ne sont pas très entrepreneurs. Du coup, ça fait une ambiance un peu bizarre. En fait, c'est vraiment une ambiance gauche caviar. Ça vote très à gauche, c'est très littéraire, c'est très prof. Et ça ne sait pas faire du business. Et en fait, c'est très dépendant finalement de leur héritage. Donc, c'est une espèce de schizophrénie dans ce quartier un peu particulier. Mais moi, j'aime bien principalement parce que d'un côté, il y a le Jardin des Plantes. De l'autre côté, il va y avoir le Panthéon. On peut descendre quasiment jusqu'à la Seine. Et il y a le Jardin de Luxembourg. Donc, moi, vous l'avez bien compris, le Jardin de Luxembourg, c'est très important pour moi. Pourquoi ? Aujourd'hui, il faut se rendre compte dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je suis chez moi, je me dis que j'ai des trucs à faire. Je peux ouvrir mon ordinateur et je vais marcher au Jardin de Luxembourg. Je vais prendre un thé. Voilà un peu mon quotidien de semi-retraité d'aujourd'hui. Donc, voilà ce que je fais. Et puis, ça me permet de bouger un peu.
Mais en tout cas, dans mon quotidien, c'est très important d'avoir ça. Après, on va aller dans le sixième. Donc, dans le sixième, on est proche du cinquième. On est dans un quartier plus riche que le cinquième. Donc, on est quand même dans... Je ne vais pas donner les prix au mètre carré, mais on est quand même dans du plus de 10 000, 12 000 euros du mètre carré. Le sixième, on retrouve la rue de Rennes. On va retrouver Sciences Po Paris. Ça va aller jusqu'au septième. C'est un quartier qui est quand même très riche, quand même d'héritiers aussi, mais assez riche. Et après, il y aura le septième. Et là, on tombe dans un quartier plus noble, où il y aura des grandes familles françaises qui seront dans le 7e. Donc là, on retrouve la Tour Eiffel d'un côté qui est limite 15e et on va retrouver tout le gros caillou, etc. Donc il y a beaucoup de politiques qui habitent là-bas, etc., etc. Et enfin, le 16e, pourquoi pas. Donc 16e très réputé des personnes qui ont de l'argent. C'est quand même là où on a des logements qui sont assez grands pour des familles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être proche du Trocadéro, proche de la rue de Passy. Donc c'est une rue qui est assez dynamique. Vous avez une grosse différence entre le 16e Nord et le 16e Sud. 16e Nord, vous avez concrètement... Ça dépend, il y a tout un pan où vous êtes proche de Neuilly, vous êtes proche du jardin du Bois de Boulogne. Et après, vous êtes tout de l'autre côté, vous êtes un peu plus dans Paris, proche du Trocadéro, proche de Passy. Et moi, je suis assez intéressé par cette rue de Passy, qui est très commerçante. Et d'ailleurs, si vous voulez vous rendre compte un peu de l'évolution des commerces à Paris, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez dans le 5e. Dans le 5e, les gens, c'est des radins, ils ne consomment pas. Et c'est assez lié à ce dont je vous parlais. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont hérité d'appartements assez chers, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui ne vont pas beaucoup consommer. Donc les commerces vont avoir tendance à disparaître. Et aussi, si vous ouvrez un café, vous n'allez pas avoir une rentabilité de café vraiment très importante. Les gens ne vont pas être enclins à payer des produits chers, à dépenser, etc. Donc, vous avez beaucoup de boutiques qui ferment. Vous avez tout le boulevard Saint-Michel, Saint-Germain. Vous avez énormément de boutiques qui sont fermées. Il faudrait revoir les chiffres aujourd'hui de l'exploitation. Donc, il y a quand même toute une phase où il y avait les locaux, puis il y avait aussi les touristes. Et là, maintenant, ça marche pas très bien. Vous allez maintenant rue de Passy. Donc là, vous êtes vraiment dans Auteuil-Neuilly-Passy, donc des endroits où les gens ont les moyens. Et en fait, les gens consomment. Et vu que les gens consomment, vous allez là-bas, vous avez un Monoprix, vous avez toutes les marques, vous avez un Uniqlo, vous avez toutes les marques. Et en fait, vu que là-bas, il y a plus d'argent, les gens sont plus enclins à consommer, ce qui fait que les commerçants sont présents et sont toujours là. Donc vous avez, même si c'est cher, vous avez tous les produits accessibles au quotidien. Donc c'est assez sympa. C'est vraiment beaucoup plus sympa. Vous êtes dans une autre dynamique. Et ce qui est très important, je pense, par rapport à l'endroit où on vit, c'est de sélectionner le petit îlot qui correspond à ce qu'on veut. Par exemple, là en ce moment, je suis en Espagne, à Valence, et en fonction des dynamiques de quartier, des dynamiques de ce que vous voulez dans la vie, un quartier va vous permettre de vivre un peu isolé du reste du monde. Et en fait, aujourd'hui, on est très connecté, mais je pense qu'on est trop connecté à des choses qui ne nous intéressent pas, et c'est en surcharge. C'est en surcharge pour notre cerveau, alors qu'au quotidien, on peut très bien avoir juste un jardin à côté de chez nous, des petits commerçants qui sont sympas, avoir notre petit microcosme qui n'est pas très grand en termes de superficie, et on va très très bien vivre. Donc je regarde tous ces quartiers, et alors là, je me lance sur Belle Demeure, bien ici, se loger. Donc pour tous ceux qui sont là, ce que je déclare, alors il y a une des particularités, et je pense que des failleurs sont comme moi, ça dépend comment vous êtes structuré. Mais moi, une des très grandes parties de mes revenus, on va être sur des dividendes, des royalties et aussi de l'immobilier, sauf que de l'immobilier, du coup, je suis en LMP. Et en fait, mes déclarations de LMP, vu que j'ai beaucoup d'amortissements, ça me fait des faibles revenus immobiliers déclarés. Donc, si on regarde mon dossier, je ne suis pas en CDI. J'ai quand même dans les 100 000 euros de dividendes par an qui sont déclarés. Je vais avoir à côté de ça des revenus récurrents à peu près de 1 000 euros par mois qui sont des équivalents salaire ou autre. Mais bon, c'est comme quand vous êtes votre propre patron, ça n'a pas trop de signification et c'est très faible. Et après, je vais avoir des revenus locatifs qui vont... Alors, je vais avoir du revenu foncier, donc on va être quand même dans les... faut que je revoie les chiffres, on est dans du 10 ou du 20 000 euros, même plus, on doit être dans du 20-30 000 euros par an. Et en plus de ça, je vais avoir des revenus en LMP, mais qui sont très faibles parce que j'ai beaucoup d'amortissements. Donc, indirectement, mon dossier est pas mauvais, mais c'est quand même pas le dossier. Il faut se rendre compte aujourd'hui, je vous parlerai des dossiers qui sont en face. Je vais essayer de me positionner sur des logements. Du coup, vu par rapport à ce que je veux, moi, je cherche un 80 à 150 mètres carrés à Paris. Dans ces quartiers-là, pourquoi je veux le 80 à 150 mètres carrés? Je veux minimum 2 chambres. Et en plus de ces 2 chambres, j'aimerais que ce soit neuf, enfin de qualité,
et j'aimerais avoir une salle, une pièce où je puisse organiser des dîners de 5 à 10 personnes et que je puisse aussi faire des épisodes de podcast dedans, donc c'est possible dans le salon, et aussi cette fameuse salle de réception où j'aimerais vraiment une fois, alors là j'aimerais bien que ce soit une fois, une fois par mois ou une fois par semaine, organiser des dîners où je vous invite justement, où on peut échanger, je fais rencontrer des personnes que j'apprécie autour de certains sujets, etc. Et pourquoi pas qu'on puisse faire du business, qu'on puisse avancer ensemble sur certains sujets. Bref, moi, c'est mon projet, c'est ce que j'aimerais faire en parallèle. D'ailleurs, si tu as un appartement qui correspond à ça, donc dans le budget, entre 2000 et j'étais monté jusqu'à 6000 euros, mais en fait, ce qui m'irait le plus, c'est quand même du 3500. 3500, en fait, ça m'irait tout à fait. Ce serait très bien pour moi, mais voilà le budget que j'ai aujourd'hui. Donc là, je regarde sur des sites, belle demeure, bien ici, se loger. Et je me dis, bon, bah finalement, avec un budget tel que le mien, ça devrait être plus simple que lorsqu'on veut se positionner et qu'on a des budgets plus faibles. Et en fait, sur tous les appartements que je vois, donc j'avais commencé à regarder en plutôt mai. En mai, il y avait quasiment rien. En juin, ça commençait à arriver. En juillet, il y avait quand même plus de biens qui arrivaient. Mais concrètement, la majorité des biens que je voyais, donc je dirais 80% des biens que je voyais, ce qui serait bien, c'est que je vous fasse un vrai retour plus data. Je ne fais pas assez de retour vraiment data. Je ne suis pas assez bien quand je suis dans une démarche justement de rechercher des appartes ou même de faire des investissements. Il faudrait vraiment que je mette plus de données et que je garde plus trace de ce que je fais pour vous donner des vrais pourcentages. Là, je vous donne des pourcentages un petit peu en façon de penser. Donc là, en regardant ces appartes-là, je me suis rendu compte que finalement, il y en avait très peu qui correspondaient à mes critères. Des appartes jolis, meublés, qui sont dans un budget qui n'est pas délirant, donc même jusqu'à 5 000 euros par mois, pour les superficies dont je vous ai parlé, sur les zones dont je vous ai parlé, et qui font un peu sympa, quoi, qui font pas délabrés, et qui sont pas genre rez-de-chaussée sans lumière, etc., etc. Sur, je dirais ouais, c'est ça, sur une centaine d'appartements que j'ai pu voir passer, je pense que dessus, j'ai dû en garder 5 à peu près appartements qui correspondaient bien. Et là, on rentre dans un truc qui est fantastique aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas fait ça, et je pense que ça peut être intéressant pour vous. Les appartements qui sont sympas sont de plus en plus, en grande majorité, dans des structures qui sont comme pariscorporatehousing.com, par exemple, où après on va retrouver donc des concurrents équivalents qui vont finalement prendre des appartements qui sont plutôt jolis, les meubler, et qui vont faire du bail civil à l'année, ou du bail civil en gros pour des entreprises plutôt du CAC 40 qui vont vouloir loger leur directeur marketing, ou la personne qui vient d'un autre pays, ou des personnes qui vont venir d'autres endroits. Donc du vrai en fait bail civil. Le bail civil, on se rappelle, c'est un type de bail qui vous permet de déplafonner le loyer, qui vous permet de rajouter des règles différentes d'un bail meublé classique. Et généralement, c'est fait lorsque c'est des personnes qui vont louer leur résidence secondaire, et que cette résidence secondaire va être louée, pourquoi pas, par une de leurs entreprises. Moi, dans mon cas, ça pourrait très bien fonctionner pour moi, parce que dans mon projet, donc moi je suis assez flexible, je suis OK de louer cet appartement en résidence principale à Paris, ou sinon, je suis OK de moi me mettre en résidence principale à Nice, et me mettre en résidence secondaire, pourquoi pas louer par une de mes entreprises à Paris, pour que ça puisse tourner. De l'autre côté, vous avez d'autres acteurs comme Barnes, qui est un très grand acteur du luxe sur la vente et aussi sur la location, un peu partout dans le monde, je crois d'ailleurs. Du coup, je suis là, je réponds au formulaire. Donc, il faut vous dire que j'ai accéléré la recherche alors que j'étais à Amsterdam. Je me suis dit, OK, j'accélère la recherche, j'essaie d'appeler. Vous essayez d'appeler sur les sites, vous n'avez aucune réponse. Là, on vous explique qu'il faut répondre à des formulaires. Vous répondez à des formulaires en ligne, on ne vous répond pas. Dans les formulaires auxquels vous répondez en ligne, on vous demande votre entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, il y a combien de chiffre d'affaires, il y a combien de salariés, est-ce qu'à la limite, on peut vous envoyer les bilans, ce qu'on vous demandera par la suite, etc. Donc, ça devient un calvaire pour ce type d'appartement-là, où finalement, il y a tellement peu d'offres de qualité que les propriétaires vont mettre énormément de barrières à l'entrée. Et là, je me dis, je commençais à déprimer. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je me suis lancé là-dedans en me disant, OK, ma copine, elle arrive, on va trouver un appart en une semaine. Du coup, je me suis planté, j'ai loué mon appartement à Paris sur Airbnb, alors que j'aurais pas dû, avec un jour de décalage, et je me suis dit, OK, j'ai une semaine pour trouver un appart, on va mettre l'énergie, on va y arriver. Alors qu'en réalité, c'est impossible. Alors, j'aime bien me fixer des trucs un peu intensifs, mais c'était quand même compliqué. Donc là, j'étais même pas à Paris, j'étais à Amsterdam, mais juste pour 2-3 jours, j'allais revenir à Paris. Et là, je commence à contacter, du coup, toutes ces agences, personne répond, un calvaire, en plus on est en juillet.
etc. Bon, je me dis, soit je baisse les bras, soit je trouve des solutions, et je me dis comment je fais. Comment je fais pour m'activer, pour trouver un appart, etc. Et là, je me dis, attends, je vais contacter des gens de mon réseau. Donc, il y a un associé que j'ai qui s'appelle Karim, qui est beaucoup dans l'immobilier à Paris. Il gère pour plus de 600 000 euros par mois d'Airbnb. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, tu connais pas le gars de cette boîte-là, j'aimerais bien avoir un rendez-vous pour visiter l'appart. Paf, en 30 minutes, il me règle le problème. J'ai les coordonnées des gens qui sont en charge de l'appart. J'envoie un WhatsApp, je suis rappelé tout de suite. J'étais dans une voiture pour aller à un concert à côté d'Amsterdam. Et là, je finis par avoir un rendez-vous qui est bloqué 2 jours plus tard. Donc là, ça me débloque les choses alors que j'avais laissé des messages sur le répondeur. J'avais contacté une fille qui bossait dans la boîte sur LinkedIn qui ne m'a pas répondu. J'avais contacté 2 fois par messagerie sur le site, j'avais pas eu de réponse, etc. Un enfer, un enfer. Et de l'autre côté, j'avais un appartement qui a été mis en location par Barn. Et là, j'avais laissé un message aussi. Personne ne me rappelait. J'avais même appelé le numéro, sauf que j'étais tombé sur la transaction. Alors, si vous voulez acheter ou vendre un appart, il n'y a pas de problème. Tout le monde sera là pour répondre à vos questions. Par contre, si vous voulez louer, bonne chance. En- Donc là, je me rends compte que je suis dans une phase, c'est complexe, quoi. C'est pas aussi simple que ce que je pensais. Et ce qui est assez marrant, pour une petite anecdote, avant d'acheter mon premier appartement, à l'époque, je voulais quand même me mettre en location. Donc, on était en 2011 et j'avais galéré. Alors, à peu près de la même façon, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore plus dur. J'avais galéré pour trouver un appart et finalement, j'avais fini par acheter un appart. Donc, pour vous faire un peu le lien avec ça. Enfin, je commence à avoir du coup des rendez-vous qui sont prévus. Je reviens à Paris. Je visite appartement qui est dans le 7e, avenue de Breteuil, 3e étage, avec vue sur la place de Breteuil. D'ailleurs, l'appartement en première avenue de Breteuil. Sur les photos, il semblait vraiment pas mal. Je le visite. Et là, l'appartement, bah, ça fait un appartement locatif moyen de gamme, quoi. Ça sent le vieux. Enfin, ça sent c'est un peu vieux. Sur les photos, c'était bien mis en avant. Bon, c'était quand même, alors je sais plus combien il était, 4000 et quelques par mois. La salle de bain des années 70. Je regarde la chaudière, donc c'est un appartement quand même de 100 mètres carrés et quelques. La chaudière, c'était une ELM Leblanc. Bon, le ELM Leblanc, j'en mets beaucoup dans du locatif, mais bon, c'est pas de la chaudière prime, surtout pour un actif un peu plus prime. Quand vous mettez ça, de toute façon, c'est vos locataires qui payent l'électricité ou le chauffage, vous dites OK. Enfin, ça dépend. Moi, dans mon cas, indirectement, c'est une colocation et c'est moi qui paye l'électricité et le gaz et après, je remets ça en charge. Bon, là, je regarde le truc et en fait, hyper déçu par l'appartement. Donc, non, ça va pas. J'en visite un autre dans le 5e qui était pas trop cher, qui donnait sur Jussieu. Alors, Jussieu, c'est tagué de tous les côtés, enfin, sur une succursale de Jussieu, près du jardin des plantes, c'était tagué de tous les côtés. La propriétaire de l'appartement avait mis des ficelles de sacs poubelles pour fermer 2 armoires. Donc, il y a 2 armoires qu'on ne peut pas ouvrir, mais juste quand on rentre, c'est-à-dire là où on met nos manteaux, avec des ficelles de sacs poubelles. Je trouve ça délirant. Et là, ça sentait vraiment le vieux et tout. Je l'ai fait en visio. Je montrais à ma copine, elle me dit non. Moi, j'étais à merde, est-ce qu'on ne louerait pas quand même pour avoir au moins un truc à Paris pour pouvoir rester dedans? Bref, il y a ça. Et enfin, on finit par aller dans le 16e, à côté de la rue de Passy, dans un appart, refait à neuf, premier étage, et qui correspond exactement à ce que je veux. C'est pas le truc le plus prime du monde, mais c'était franchement assez joli. Vous pouvez les voir sur LinkedIn si vous voulez. Si j'ai le temps, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez voir un peu les appartements, etc. Sinon, vous pouvez aller voir sur LinkedIn et vous pouvez regarder les appartements dont je vous parle. Donc LinkedIn, Victor, LOR. Là, je me retrouve à voir cet appartement que je trouve vachement bien. Je repars 2 jours. Le lendemain, je pars. Je crois que c'est le lendemain. Je partais du coup en road trip avec ma copine et sa copine pour une de ses potes pour faire un petit road trip de la France pour aller jusqu'en Espagne. Je vous en parlerai un petit peu plus de ce road trip et de mes constats. Et là, je dépose le dossier donc à une fille de chez Barnes, etc. Et finalement, elle me dit bon, d'ici 3 jours, d'ici vendredi, il y aura une réponse. Donc là, je pars. Bon, j'attends, j'envoie un message, j'envoie mon dossier. Moi, j'ai pas de réponse. J'envoie un message sur WhatsApp à la fille, pas de réponse. Le vendredi soir, je la recontacte et là, elle me dit ah oui, bon, bah, il y a eu de très bons dossiers. Votre dossier n'a pas été retenu, quelqu'un d'autre a été retenu, etc. Bon. Donc là, je me dis ok, très bien. Là, je fais un post sur LinkedIn le lendemain pour dire voilà, bon, écoutez, je me fais doubler par retraité. C'est un truc de boomer. Là, regardez ce qui est en train de se passer. On est en gérontocratie. Je vous referai un épisode de podcast là-dessus. C'est dramatique. Et là, il s'avère que je suis recontacté sur LinkedIn par un pote qui me dit bah, au fait, Victor, j'habite dans le même immeuble et cet appart, c'est l'appartement d'un pote. Et je lui dis bah, attends, s'il n'a pas encore signé le bail, vas-y, est-ce que tu peux lui demander ce qui se passe et pourquoi il n'a pas accepté mon dossier, etc.
Et en fait, mon dossier n'a jamais été présenté, voire même a été présenté de façon totalement fausse. C'est-à-dire que dans mon dossier, il était indiqué que je voulais louer l'appartement pour le père de ma copine. J'en ai jamais parlé, c'est absolument pas pour elle, c'était vraiment pour moi, etc. Bref, c'est pour ça que le propriétaire n'a pas accepté mon dossier et a accepté un dossier de 2 retraités, ou je n'ai pas plus creusé que ça. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la location, c'est galère. Je partage ça. Je renvoie un message à la fille de Barnes et je lui dis, bon, écoutez, moi, alors j'étais assez sec. Je ne sais pas si c'était la bonne façon de faire, mais je pense que oui. Je lui dis, bon, écoutez, vous savez, le monde, il est très petit. L'appartement, en fait, c'est l'appartement d'un ami d'un ami. J'ai appris que vous n'avez même pas présenté mon dossier. Je ne comprends pas. Merci de vous expliquer et je ferai le nécessaire pour que ce soit remonté. Bon, elle essaie de me rappeler. Je lui ai demandé de quoi elle voulait qu'on parle. Elle m'a pas répondu. Donc, en tout cas, moi, c'est le type de personne où je trouve ça vraiment déplacé. Après, bon, comme d'habitude, il faut prendre sur soi. Hein. Rappelez-vous, prenez sur vous. Il y a des choses où ça ne sert à rien de rétablir une vérité ou un équilibre, etc. En gros, voilà où j'en étais dans cette quête d'appartement. Là, aujourd'hui, je suis à peu près pour plus d'un mois en Espagne. Donc, j'ai fait un petit tour de France. Et là, je suis en Espagne pour à peu près un mois et je n'ai toujours pas d'appartement à Paris. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je me pose des questions. D'ailleurs, encore une fois, si vous avez un appartement sympa, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Et en partageant ce post sur LinkedIn, un de mes potes il était mort de rire et il m'a dit « Victor, t'as qu'à acheter ». Donc voilà, je me retrouve dans un système où en fait, je ne peux pas malheureusement faire tout ce que je veux. Et indirectement, je me demande si on n'est pas dans une phase, alors attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent, mais à mon avis, on est quand même dans une phase où il y a du locatif à Paris à réaliser. Et vu l'état du marché locatif, à mon avis, il y a des trucs à faire. Donc je vous partagerai. Là, d'ailleurs, je suis en train d'acheter un autre logement à Paris, mais cette fois-ci un investissement locatif. Donc là, on est plutôt sur du 30-35 mètres carrés. Mais je vous en parlerai dans un prochain épisode. Mais en tout cas, il y a des trucs à faire à Paris. Et bonne chance à tous ceux d'entre vous qui cherchent des apparts. Et on en reparlera très vite. Et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode de La Retraite à 40 ans. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.